Il pensait avoir tout sécurisé. Un wallet MetaMask, un VPN et une seule règle, ne jamais signer de transactions douteuses. On l'appellera Max. Max, c'est typiquement le gars qui est early sur tout ce qui bouge. Là, il était tombé sur un nouveau token qu'il farmait sur Arbitrum. Ça se passait globalement bien, il avait réussi à compound ses gains, jusqu'à ce qu'il tombe sur un tweet qui capte son attention. Nouvelle interface, APR boosté, vas-y, clique, connect. Il a bien vérifié, c'est quelque chose qui a été poussé par le compte officiel du projet, il a cliqué, il a connecté son wallet, et bah rien ne s'est passé. Juste une page blanche, il se dit que c'est bizarre, il ferme l'onglet et puis il passe à autre chose quoi. Il était déjà très tard et il se dit qu'il va terminer le livre du Seigneur des Anneaux qu'il a commencé il y a déjà bien trop longtemps et tout simplement il va se coucher. Le lendemain matin, comme à son habitude, il se connecte sur des banques pour regarder ce qui se passe sur son wallet. Tous ses tokens ont disparu et en checkant l'Explorer, il voit une série de transactions qui ont été signées à 2h43 du matin. Le problème c'est que lui il était en train de dormir à ce moment-là. Alors il a pas fait gaffe hier soir parce qu'il était un petit peu fatigué et c'était pas vraiment le moment de passer des transactions. Mais quand il était sur le site un peu douteux, il y a une petite icône téléchargement en haut à gauche de son navigateur qui s'est activée, et vraisemblablement ça vient de là. Le hacker a réussi à avoir le contrôle sur son ordinateur et à partir de là c'était déjà plié. Il avait pas grand chose à faire, juste à extraire la seed phrase et à s'envoyer les fonds. Et sur ce coup là, le plus dramatique c'est que Max a tout perdu. C'est pas juste il a perdu un peu d'argent et c'est pas grave, il peut se refaire, ça arrive, ça revient. Son wallet est plus utilisable, tout son historique pour les airdrops est complètement flingué, et surtout il est à zéro. Bon d'accord, c'est pas une histoire vraie, c'est une histoire qui est inspirée de ce que j'entends régulièrement. Et ça par contre c'est vraiment terrible, c'est que toutes les 2-3 semaines je suis mis au courant d'une histoire comme ça. Que ce soit un abonné, quelqu'un sur le Discord, ou quelqu'un d'un petit peu plus lointain, c'est un truc qui arrive régulièrement. Alors je voulais, une bonne fois pour toutes, faire une vidéo un petit peu guide ultime, histoire que ce truc ne se produise plus pour les personnes qui regardent au moins cette vidéo. Du coup on est parti. On va y aller progressivement, le niveau 0 c'est de savoir comment tu gères ta seed phrase. Parce qu'avant d'avoir des problèmes de je me suis connecté à un mauvais site, j'ai donné un approve infini à un certain contrat, etc., etc. La question numéro uno, c'est comment est-ce que tu gères ta seed phrase? Parce que c'est elle qui est à la base de tout et si tu la perds, ben tu perds tout ce qu'il y a sur ton wallet. C'est probablement la pire sentence qui peut te tomber dessus et c'est justement ce qui est arrivé à notre personnage dans cette histoire. Il y a deux grandes façons différentes de gérer une seed phrase. La première, c'est vraiment juste tu débarques dans le game, tu as quelques centaines de dollars de crypto que tu veux avoir on-chain et gérer avec un wallet. Tu vas ensuite télécharger un MetaMask, un Rabbi, un Phantom, peu importe. Il va te générer une seed phrase et te dire de l'écrire sur un bout de papier sans jamais la prendre en photo et sans jamais la stocker autre part. Tu vas t'exécuter et ensuite tu transfères tes fonds à partir de l'échange sur lequel tu as acheté tes cryptos vers le wallet que tu viens de générer. C'est la façon la plus simple de gérer ces cryptos avec un wallet non custodial, c'est-à-dire qui t'appartient. Et c'est très pratique pour interagir avec n'importe quel site de la DeFi, ça demande vraiment 2 clics, tu peux passer tes transactions, aucun souci là derrière. Cependant, il y a un défaut assez important, c'est pas tant qu'il y a une faille au niveau de ces wallets, mais si quelqu'un arrive à mettre la main sur ton ordinateur, que ce soit via des virus, ou peut-être même quelqu'un que tu connais dans la vraie vie, et ben si la personne est assez sophistiquée, et généralement c'est le cas sinon elle ne met pas la main sur ton matériel, et ben elle est capable d'extraire ta seed phrase et donc de faire ce qu'elle veut avec tous les fonds que tu as sur ton wallet. C'est un inconvénient quand même assez majeur qui fait que en général tu ne te balades pas avec des sommes folles sur ces hot wallets, justement parce qu'ils sont à risque. Si tu veux toujours utiliser un hot wallet mais que tu veux limiter ces risques là, bah il y a plein de trucs que tu peux creuser, notamment le fait d'avoir un ordinateur dédié sur lequel tu ne fais que de la crypto et absolument rien d'autre, le fait de ne pas télécharger des trucs douteux, au hasard des cracks que ce soit pour des jeux ou alors pour des plateformes de streaming par exemple. Typiquement dans ces trucs là il y a des merdes, et plus généralement le fait de faire particulièrement attention à tout ce que tu vas toucher. Mais ça n'enlève clairement pas le problème technique à sa base, si quelqu'un arrive à s'introduire dans ton ordinateur, et ben tes cryptos sont foutus. J'insiste là-dessus. C'est ok comme stratégie quand tu gères quelques centaines de dollars ou alors des sommes avec lesquelles tu es ok de faire mumuse et de pouvoir les perdre d'un claquement de doigts. Si tu comprends ça et que tu es ok avec ces risques, et ben là c'est ok d'utiliser un hot wallet. Le truc c'est que normalement dans la crypto, tu as vocation à faire un petit peu plus de pognon que juste quelques centaines de dollars. Et donc soit avec le temps, soit avec les airdrops ou n'importe quelle autre fonction, par exemple tu t'envoies plus de fonds pour faire plus de DeFi, et ben naturellement niveau sécurité, le fait d'utiliser un hot wallet ça ne suffira plus. Pour te donner un exemple un petit peu plus concret, tu vas pas protéger la Joconde de la même façon que tu vas protéger le tableau un peu perdu de ton petit village paumé. D'un côté, tu as une œuvre d'art qui est absolument inestimable, et de l'autre, tu as quelque chose qui a été peint par un bonhomme dont personne ne connaît le nom. Évidemment que ça demande pas le même niveau de sécurité. Et ben ton wallet, c'est exactement pareil. En fonction de ce que tu fais et en fonction des fonds que tu vas avoir dessus, tu vas vouloir avoir un niveau de sécurité qui est plus élevé. Le seuil à partir duquel tu passes au niveau de sécurité supérieur, ça, honnêtement, c'est un truc qui est assez variable, ça va dépendre de toi. Le truc le plus commun, c'est de se mettre un plafond et de se dire, bah écoute, si je pose, je sais pas, 500 000 dollars, et ben je suis ok d'investir environ 5% de la somme
somme pour pouvoir me récupérer un hardware wallet qui est capable de sécuriser ces fonds-là. Pour certaines autres personnes qui sont plus à l'aise financièrement, elles vont peut-être se dire, bah écoute, moi c'est ok d'avoir 5000 balles qui ne sont pas sécurisées. Et donc le palier pour passer un hardware wallet, il passe à 5000. Mais honnêtement, le plus tôt tu décides de faire cette transition vers un hardware wallet, le mieux tu te portes. Bon, je raconte beaucoup de choses, mais c'est quoi la différence? Quand tu achètes un hardware wallet, il débarque chez toi, ça ressemble généralement à l'équivalent un petit peu d'une clé USB sur laquelle tu as un écran qui te permet de voir ce que tu vas signer. Première fois que tu le branches sur ton ordinateur, il va te générer une seed phrase. Tout pareil, c'est quelque chose que tu notes uniquement sur un bout de papier et que tu gardes très précieusement, absolument personne ne doit jamais en voir la couleur. Et à partir de là, tu peux faire exactement la même chose qu'avec ton hot wallet, que ce soit un MetaMask, un Rabbi, etc. Ils ont tous une option pour connecter ton hardware wallet, que ce soit un Ledger, un Trésor, peu importe. Et tu peux utiliser la DeFi de façon classique, faire tout ce que tu faisais sur ton hot wallet juste avant. La seule différence, et elle est plutôt importante d'un point de vue sécurité, c'est que ta seed phrase, elle est plus stockée sur ton ordinateur et donc elle est plus vulnérable au fait que quelqu'un peut injecter un truc pas cool sur ton ordi. Et donc peu importe les merdes que tu télécharges sur ton ordinateur, même si je te le recommande absolument pas, personne ne peut avoir accès à ta clé privée parce qu'elle est pas sur ton ordi. C'est comme si quelqu'un essaie de braquer une banque mais il n'y a pas de pognon dedans. Ça sert à rien, il n'y a aucun intérêt à le faire. C'est ça l'intérêt d'avoir un hardware wallet. Et c'est pour ça qu'à partir du moment là où tu as des fonds que tu ne peux pas te permettre de perdre dans la crypto et que tu les utilises directement sur un wallet, et ben il te faut obligatoirement un hardware wallet. Et je sais, tu vas me dire oui, mais moi je suis particulier, moi je fais pas de bêtises, etc. Non, tout le monde fait des bêtises à un moment ou un autre, et quasiment toujours, même sans le vouloir. C'est pour ça que c'est important de mettre en place des sécurités qui font que c'est sûr que tu vas pas te planter. D'où l'utilisation d'un hardware wallet. Et ça, peu importe que tu prennes un Ledger ou un Trésor. Mais j'en profite quand même pour parler de Ledger parce que je suis en collaboration commerciale avec eux et également qu'ils ont une promotion plutôt canon en ce moment. Qui fait que si tu achètes un hardware wallet chez eux, et ben ils t'envoient du Bitcoin. Ok, maintenant que tu as en tête que tu vas peut-être te prendre un hardware wallet, la question c'est quel modèle tu prends. Chez Ledger, ils en ont 4. Le premier, le plus simple, le meilleur rapport sécurité-prix, c'est le Ledger Nano S+. Avec celui-là, tu fais tout directement sur ton ordi, tu te poses pas de questions. Deuxième, un cran au-dessus, le Nano X, celui-là il fonctionne en Bluetooth. Tu peux passer des transactions et sur ton phone et sur ton ordi, et ça sans avoir de câble. Depuis peu, ils ont sorti encore une version au-dessus qui s'appelle le Flex. Et là, on est sur un produit qui est encore plus cool parce que c'est un petit peu l'équivalent d'un iPod sur lequel tu peux checker directement tout ce qui se passe sur ton wallet. Il y a aussi un autre avantage qui est très cool, c'est que c'est un modèle qui est tactile, tu vas pas avoir besoin d'appuyer directement avec tes doigts sur les petits boutons. Et plus que ça, vu que l'écran est quand même vachement confort, tu peux tout lire dessus, parce que tes transactions sont écrites en clair. Et le boss final, c'est le Stax qui lui a un format un petit peu plus carte bancaire. Pareil, on est sur un écran tactile, mais attention, on est également sur un écran qui est incurvé sur le côté. C'est clairement le wallet du Flexer celui-là. Et il se recharge directement avec un petit tapis magnétique. Niveau sécurité pour ta seed phrase, peu importe le modèle que tu prends, ce sera pareil. La différence ici se fait plutôt au niveau de l'usage. Si tu fais énormément de transactions tous les jours, c'est peut-être pas déconnant de se diriger plutôt vers les modèles tactiles. A l'inverse, si ça te chauffe de passer des transactions directement sur ton téléphone, et ben pourquoi pas aller chercher le Nano X. Et si tu cherches vraiment le meilleur rapport sécurité-prix, là c'est le Nano S+. Il y a juste pas débat. Si ça t'intéresse de les choper avec les offres, c'est avant le 3 avril prochain et c'est directement le premier lien en description qui est un lien référé. Merci d'avance si tu passes par mon lien. Ok, on continue niveau sécurité. Là on a vu la base de la base, c'est comment gérer ta seed phrase. Une fois que tu es ok, une fois que tu as ton hardware wallet, soit tu peux l'utiliser directement avec le soft de la boîte de ton hardware wallet, soit tu veux aller un petit peu plus loin et tu veux l'utiliser comme un wallet classique, c'est-à-dire ce que tu fais avec ton MetaMask, ton Rabbi ou encore ton Phantom par exemple. Et bien la bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose qui se fait super facilement. Sur chacune de ces applications, tu as un petit onglet qui permet de connecter ton hardware wallet, ce qui veut dire que tu vas pouvoir le connecter à quasiment tous les sites qui vont t'intéresser, notamment tout ce qu'on va faire au niveau de la DeFi et des airdrops, donc tu vas pouvoir les utiliser normalement, tout ça en ayant la sécurité de ton hardware wallet derrière. Le plus gros inconvénient par contre avec un hardware wallet, c'est que ça va venir te générer un tout nouveau wallet. Et donc sur ce nouveau wallet, par définition, eh ben, tu vas pas avoir l'historique de tout ce que tu as déjà fait sur la DeFi. On est d'accord, c'est relou, mais encore une fois, la sécurité, ça passe d'abord. Ce que tu peux faire pour gérer ça, c'est que temporairement, tu vas être actif sur les deux wallets. C'est un peu l'occasion de se lancer dans le game du multi-compte. C'est-à-dire que progressivement, tu vas décharger l'activité que tu as sur ton hot wallet pour venir charger l'activité que tu vas avoir sur ton hardware wallet. Et tu fais la même chose avec les différents fonds qui sont disponibles dessus. Tu peux te définir une certaine période, par exemple 3, 4, 5, voire même 6 mois, pourquoi pas, et à terme des objectifs avec par exemple migrer 80-90% de ton activité sur ton nouveau wallet. Ce qui te permet toujours de garder l'ancien avec un petit peu de fonds et un petit peu d'activité dessus, dans l'objectif d'être éligible à certains airdrops quand même, tout en ayant construit suffisamment d'activité sur ton nouveau wallet, histoire de pouvoir débarquer dessus quasiment en tant que wallet principal. Je pense que c'est la meilleure façon de faire et en
plus ça te permet de t'adapter progressivement. Et non, si tu te poses la question, c'est clairement pas une bonne idée d'importer la seed phrase que tu utilises déjà sur ton hot wallet vers directement ton nouveau hardware wallet. Ça casse juste tout l'intérêt parce que ta seed phrase n'a pas été générée hors ligne. Concernant ensuite l'extension que tu vas utiliser pour te connecter aux différents sites, ben là aujourd'hui en 2025, je suis désolé, hein, j'ai utilisé MetaMask pendant super longtemps, mais aujourd'hui je suis quasiment obligé de recommander Rabbi, juste parce que l'interface est ultra clean, que tout est écrit en clair et que t'as pas 50 fois la question de qu'est-ce que je vais signer avec cette transaction. On rajoute que ça t'affiche en direct ce qu'il y a sur ton wallet, même si en ce moment j'ai pas trop envie de savoir. Au niveau des RPC, j'ai l'impression que c'est globalement mieux géré que MetaMask, mais surtout aussi depuis un petit moment déjà, on peut rajouter des RPC custom, donc c'est plus un problème pour aller sur des blockchains exotiques. Et en plus de ça, il y a quand même plusieurs détrompeurs en place, notamment le fait que quand tu fais des transferts, bah, il te demande de bien vérifier si c'est la bonne adresse en rentrant ton mot de passe pour pouvoir le valider, ou encore il va t'afficher un message à chaque fois que tu interagis avec un nouveau contrat pour la première fois. Donc si tu es sur un site que tu utilises tous les jours et qui te dit attention, tu vas utiliser un nouveau contrat, ben c'est peut-être le moment d'aller creuser plus loin avant de valider ta transaction, quoi. Maintenant, ça fait presque 2 mois que j'ai basculé et franchement, c'est un changement que je regrette absolument pas. Parfait, maintenant que tu es capable de lire en clair exactement ce que tu es en train de signer, et ben tu réduis encore plus tes risques, ou tu augmentes encore plus ta sécurité dans le sens que tu préfères. Le prochain niveau, c'est comment on accède à ces fameux sites pour faire de la DeFi. Tu risques d'être déçu, mais il n'y a pas trop de secrets. Pour ça, je recommande de passer par DeFi Lama et surtout la première fois là où tu vas sur un site, d'utiliser ce qu'on appelle un cross-check. C'est un nom barbare qui veut juste dire vérification croisée. En 2 mots, au lieu de juste aller sur Twitter, de faire une recherche basique et d'espérer que le premier lien sur lequel tu vas cliquer c'est le bon, chose qui est quand même relativement risquée quand tu connais le nombre de scammers sur Twitter, et ben tu vas vérifier et sur un site de confiance, par exemple DeFi Lama, et sur Twitter. Et là, si l'URL c'est la même sur les deux, et ben là c'est good, là t'es safe. Tu sais que t'es sur le bon site et que t'as rien à craindre. Alors je sais c'est relou et tu préférerais pouvoir faire ça en un claquement de doigts, mais c'est vraiment juste la première fois que tu vas sur un site. Après il arrive dans ton historique et ton navigateur va automatiquement te le recommander à chaque fois. Tu n'auras pas besoin de vérifier si l'URL c'est la même, etc. C'est vraiment juste pour la première fois là où tu débarques sur des sites ou alors des moments là où tu as peut-être un doute. J'insiste là-dessus, c'est un truc qui est vraiment important. Parfait, tu débarques sur ton site de DeFi préféré et là maintenant faut absolument qu'on discute d'un truc qu'on appelle les approuves. C'est quelque chose que tu signes tous les jours et j'en suis sûr que tu comprends pas exactement comment ça fonctionne, donc on va voir ça ensemble. Un approve, c'est une quantité de tokens que tu autorises un certain contrat à venir utiliser. Cette quantité-là, c'est ce qu'on appelle un consommable. À partir du moment là où tu vas utiliser la quantité, elle ne pourra plus être réutilisée. Si tu veux un exemple tout simple, je suis sur Base et je veux bridger des USDC vers Arbitrum. Pour pouvoir bridger des USDC vers Arbitrum, je dois approuver ces USDC là. Disons que j'en ai 50, je dois approuver 50 USDC. Ensuite, je fais une deuxième transaction qui va effectivement bridger mes tokens. Je me retrouve avec mes tokens directement sur Arbitrum et sachant que j'ai utilisé l'approve que j'ai donné, mon approve vaut 0. On l'a dit tout à l'heure, un approve c'est un consommable. Dans ce cas de figure là, il n'y a absolument aucun souci parce que tu n'as aucun approve qui traîne. Cependant, à une certaine époque, il y avait quasiment tout le temps des approves illimités qui étaient proposés par les différents projets et même encore aujourd'hui, tous les projets n'ont pas spécialement le standard de te faire approuver uniquement la quantité que tu vas dépenser. Si tu as un approve illimité envers un certain contrat et qu'il y a un problème avec ce contrat-là peut siphonner tous les fonds que tu as approuvés et que tu as sur ton wallet. C'est là tout le problème de ce modèle d'approve. Depuis pas si longtemps que ça, il y a une solution qui est hyper simple pour résoudre tout ça. C'est la fonction batch revoke directement sur Rabbi qui te permet de voir absolument tous les contrats et tous les assets que tu as approuvés. Et également de les révoquer, donc de les mettre à 0 très facilement en un clic. Soit tu décides de passer par cette fonctionnalité-là directement intégrée à Rabbi, soit tu peux passer par un site qui s'appelle Revoke et qui permet plus ou moins de faire la même chose. L'interface est juste un petit peu différente. Si tu as vraiment énormément d'approuves à révoquer, je te recommande d'abord de révoquer les approuves pour lesquels tu as des fonds. Je sais pas, disons que tu as peut-être 200 approuves illimités et il y en a 5 dans la liste pour lesquels tu as des fonds sur ton wallet, et ben en priorité, ce sont ceux-là que tu vas révoquer. Une bonne routine à ce niveau-là, c'est de se dire une fois par mois ou alors une fois toutes les 2 semaines, je fais mon check, je regarde quels sont les assets que j'utilise et je vais révoquer s'il y a des approuves illimités ou alors des approuves qui correspondent aux quantités que j'ai encore sur mes wallets. C'est un truc qui est pas marrant à faire, mais quand tu perds une fois des fonds à cause d'une connerie comme ça, je te garantis que tu y penses. Avant de passer à des exemples de setup, je voulais également parler brièvement de tout ce qui est wallet sur téléphone. La version courte, c'est que c'est pas spécialement un truc que
je recommanderais. Parce que là où sur ton ordi, tu as plus ou moins le contrôle de ce que tu télécharges, autant sur mon ordi, je fais vraiment pas n'importe quoi et je fais particulièrement attention. Autant je sais que quand je suis sur mon téléphone, j'ai la garde qui baisse, quoi. Un pote qui envoie une photo, je sais pas, t'es au bar, tu vas scanner un QR code, etc., etc. Bah, c'est des vecteurs d'attaque qui sont largement plus importants et plus faciles de taper que quelqu'un qui va utiliser son ordinateur de façon, je vais dire, un minimum sécurisée. Donc utiliser un MetaMask ou un Phantom mobile, par exemple, eh ben, c'est pas spécialement quelque chose que je recommanderais. Au contraire, je pense que tu as plus de chances de te faire voler tes fonds qu'autre chose. Je vois que deux cas de figure là où ça peut être intéressant. Le premier, c'est que tu vraiment absolument aucun autre moyen d'accéder à la crypto et t'as pas le choix, tu es obligé de passer par là. Donc vraiment juste au début, quand tu débarques, quand tu t'amuses avec quelques dizaines, voire quelques centaines de dollars. Mais dès que tu en as la possibilité, tu vas changer de setup. Et le deuxième cas de figure, c'est si tu utilises avec un hardware wallet qui est compatible. Mais autrement, vraiment évite d'avoir de la crypto sur ton téléphone. Je pense vraiment que c'est pas le bon plan. Et d'ailleurs, pour information, assez souvent quand je reçois des messages de personnes qui se sont fait hacker, c'est pas toujours très clair, mais généralement, il y a quand même souvent un petit doute du côté du téléphone ou alors du cloud. Donc vraiment, je recommanderais pas d'avoir un wallet avec des fonds importants sur ton téléphone et dont tu n'as pas la maîtrise totale, quoi. Donc pas associé à un hardware wallet. Maintenant que tout ça c'est dit, je voulais quand même parler de différents setups parce que c'est bien beau de parler de généralité, etc. Mais c'est peut-être mieux d'avoir quelque chose d'un petit peu plus concret. Pour terminer, je voulais te montrer avec des exemples un petit peu plus concrets à quoi ça pouvait ressembler. Voilà ce que quelqu'un avec un petit wallet, disons ici par exemple 250 $, va pouvoir mettre en place au niveau de la sécurité. Dans un premier temps, c'est d'utiliser un combo qui permet de voir ce que tu vas signer sur tes transactions, que ce soit Rabbi ou alors MetaMask plus Pocket Universe, peu importe, ainsi qu'un bloqueur de pub que je recommande vraiment grandement pour tout ce que tu veux utiliser sur la DeFi. Tout simplement parce que quand tu fais des recherches, il y a de bonnes chances que les premiers liens sur lesquels tu tombes, ce soient des liens qui soient publicitaires et qui peuvent être scammy parfois. Ensuite, histoire de segmenter ça un petit peu mieux, c'est cool soit d'avoir un profil Chrome qui est dédié, soit d'avoir un navigateur qui est complètement dédié à ton activité crypto. Et si tu es particulièrement actif dans la DeFi, c'est de venir regarder assez régulièrement tes approuves, surtout sur les blockchains que tu utilises énormément. Admettons maintenant que ça se passe bien pour toi et que ton wallet grossit, tu passes à plus de 1000 $, ici pour l'exemple on va dire 1500, là c'est le moment à partir duquel ça commence à devenir intéressant de basculer vers un hardware wallet, parce que l'achat commence à représenter un pourcentage qui est pas si important que ça de tes fonds, et surtout que ça commence à faire mal si tu perds cette somme. Et avec ça, si tu setup un nouveau wallet, j'aurais tendance à recommander également d'utiliser ce qu'on appelle une passphrase, c'est-à-dire de demander en plus de ton hardware wallet, une phrase à taper à chaque fois que tu vas accéder à ton wallet. Ça, niveau sécurité, c'est vraiment top. Globalement, c'est un setup qui peut t'accompagner jusqu'à des sommes absolument folles. Seule chose après, si tu veux encore plus diversifier ton risque, c'est peut-être de passer par plusieurs marques de hardware wallet différents, ou alors d'avoir plusieurs clés privées au cas où tu en as une qui se fait compromettre, mais ça implique également de la gestion un petit peu plus complexe. Parce que oui, tu dois te souvenir de ce que tu as fait des seed phrases à chaque fois. Et ensuite, l'option encore un cran au-dessus, si tu commences à avoir un wallet bien plus gros, c'est d'avoir carrément un ordinateur qui est dédié à cette activité. Histoire d'être sûr que tu ne télécharges jamais rien qui pourrait le compromettre, tout simplement car il ne sert qu'à faire de la crypto. Et là, clairement, t'as pas besoin d'un ordinateur de fou barjot, juste quelque chose qui est capable de faire tourner différents navigateurs web, ainsi que pas mal d'onglets en même temps. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se trouve assez facilement en dessous de 500 €. Pour conclure, comme tu l'as compris, la sécurité, c'est pas vraiment une science exacte. Il n'y a pas d'histoire de à telle somme, tu dois faire tel truc. Les métriques vont dépendre de toi, de tes fonds, de comment tu te sens avec, et également de la façon dont tu souhaites les gérer. Ce que je te propose là, c'est pour moi un truc qui devrait convenir à la plupart des gens, mais si ça se trouve, c'est juste quelque chose qui ne te convient pas à toi. Ça veut pas dire que tu dois rien mettre en place niveau sécurité, mais que tu dois quand même réfléchir à ce que toi tu peux faire à ton échelle. Que ce soit de changer les extensions que tu utilises, de te créer un profil Chrome dédié, de faire régulièrement des checks au niveau de tes approuves, ou alors peut-être de passer à un hardware wallet. Voilà pour cette vidéo. En tout cas, sache que si tu souhaites passer chez Ledger, en ce moment ils ont la petite promo en cours. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!